En plateau, pour en parler avec moi, Rodrigue Babagbeto est resté. Rodrigue, merci d'être resté. C'est un plaisir. À côté, ou plutôt devant vous, Rodrigue, Eddy Camille Koto, psychopédagogue et consultant en orientation scolaire professionnelle. Bonjour. Bonjour, M. Banou. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Et nous a rejoint également sur ce plateau, on a failli avoir une frayeur tout à l'heure quand on ne vous voyait pas, Dodi Abalo, spécialiste en orientation et réorientation scolaire et professionnelle, directeur du cabinet Light, c'est ça, hein? C'est ça. Merci d'être avec nous également. C'est moi. Alors, messieurs, je le disais, dès demain déjà, je pense, la plateforme après monbac.bj sera ouverte, en tout cas pour un certain nombre de nouveaux bacheliers, pour leur permettre de faire leur choix de carrière, leur choix, non pas de carrière, leur choix de filière. Ouais, le choix de filière pour aller à l'université. Et généralement, cette période, c'est une période, il faut être très attentif pour ne pas faire des choix qui pourraient après négativement impacter l'avenir de l'élève, de l'étudiant. Dodi Abalo, on va commencer par vous. Alors, dites-nous, quand on est élève, quand on vient d'avoir le bac, comment est-ce qu'on peut identifier, on arrive à identifier ses passions et ses compétences pour faire un choix de filière post-bac qui correspond à ses aspirations, à ses capacités, ses compétences? Alors, bonjour donc à tout le plateau, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent ce matin. C'est une grosse question que vous posez à l'entame. Ouais. Je me demande comment il faut introduire cette question parce que, en réalité, pour pouvoir faire ce travail de détection de talent, de compétences, ce n'est pas à la veille de l'ouverture de la plateforme que cela devrait se faire. C'est un travail continu qui aurait dû déjà commencer bien avant la classe de terminale, se parachever à l'obtention du bac pendant ces derniers moments avant l'ouverture de la plateforme, et l'ouverture ne serait là que pour concrétiser, signaler l'action de choisir les options que l'on a vraiment en soi, même après avoir discuté avec les parents, avec les conseillers en orientation primordialement. Et peut-être avec quelques personnes ressources, ainsi de suite. Moi, je le dis souvent, pour aller droit au but, en fait, discuter avec un conseiller d'orientation, faire un parcours d'orientation et ayez votre document d'orientation personnalisé, parce que participer aux ateliers d'information organisés par les universités ou par les centres de formation, c'est très bien, sauf que le suivi n'est pas individuel. Discuter avec vos parents, c'est formidable, c'est génial, sauf que vous êtes limité au niveau de la connaissance familiale de ce que papa sait, maman sait, les parents, les oncles, les tantes savent. D'accord, mais alors en allant vers le professionnel, vous avez un large spectre qui vous permet de pouvoir identifier ces choses. Donc, une fois que talent, aptitude, potentialité sont identifiés, passion, qui n'est pas le point d'orgue du choix d'orientation. Attention, la passion n'est pas le point d'orgue, c'est un des critères, c'est un des astérisques du bon choix, du bon panel de choix. Une fois que cela est fait, vous allez sur la plateforme et vous faites des vœux, comme on dit, vous dites que, bon voilà, vous voudriez, je souhaite, et en fonction de ce que notre pays a comme besoin, il dispatche en fonction aussi de vos notes, il vous dispatche sur des filières. Si vous voulez être secouru, si vous voulez être boursier. Donc, beaucoup veulent être boursiers et préfèrent fermer les yeux sur des potentialités, sur des capacités, sur des talents, et font ce deal-là qu'ils regrettent parfois plus tard, majoritairement parfois plus tard. Donc, je ne veux pas dépasser le débat, évidemment, mais je vous ai dit que mon introduction était compliquée. C'est pour dire que ce travail devait être fait avant d'en arriver là, et pour le faire, il faut aller vers les conseillers d'orientation, les spécialistes. Si vous n'avez pas l'opportunité de le faire, c'est avec vos parents, il faut discuter, s'entendre, parce que deux personnes ne marchent pas ensemble s'ils ne se sont pas entendus. Alors ça permet de camper le décor, justement. Eddy Camille Koto, alors, vous avez une double casquette. Vous êtes psychopédagogue déjà et vous êtes consultant en orientation scolaire et professionnelle. Alors, Monsieur Dodi le disait tantôt, Abalo le disait tantôt,
quand on veut faire son choix de filière, il faut discuter avec son entourage. Cela se fait bien en amont de l'ouverture même de la plateforme. Mais après, il y a ces petits problèmes qui se posent. On a envie d'être secouru, d'être boursier. Et parfois, on peut se retrouver à faire des choix qui ne sont pas forcément... Alors, au regard de tout ça, comment est-ce qu'on fait comment fait-on le bon choix pour son avenir? Merci. Et le dernier mot, je le prends, son avenir. Oui. L'avenir est tellement important pour chacun des jeunes bacheliers aujourd'hui qu'il leur faudrait réfléchir, comme M. Dodi le disait, par 1000 fois, avant d'aller dans la direction X ou dans la direction Y. Et puis je rappelle que l'orientation scolaire professionnelle, c'est ce processus-là qui permet aux jeunes de déterminer la profession future qu'il aura à exercer au regard de ses aptitudes, de son potentiel, de ses goûts, de ses passions. Et donc ce choix, qui est un choix de vie, ne doit pas se faire par hasard. Et quand on se retrouve dans ce mélange, dans ce méli-mélo, il faut se poser, effectivement, comme il a dit, et surtout prendre conseil auprès des spécialistes. Malheureusement, vous savez, chez nous, ces spécialistes existent, mais ne sont pas utilisés par le système. Et ça pose déjà un problème. Parce que quand on sait que les personnes qui peuvent orienter sont là, mais qu'on ne les sollicite pas pour accompagner le système, en fait, on a un goût d'inachevé. On a un goût d'inachevé. L'Université d'Amou et Canavi, je le rappelle, forme depuis 2001 des personnes spécialistes de ce domaine-là. Mais jamais ces personnes ne sont employées dans les écoles. Je pense qu'on pourrait, par exemple, les recruter et les positionner par zone, un peu comme on le fait pour les conseillers pédagogiques. On prend un spécialiste à qui on a fait 3 ou 4 collèges, publics comme privés. Ce serait intéressant pour l'avenir. Et puis l'orientation, comme il a dit aussi, ne commence pas quand le gars a eu le bac. Parce que l'orientation, c'est un processus de vie qui doit commencer très tôt. D'abord, à partir de la classe de 6e, parce que des gens peuvent vouloir, par exemple, débrancher. C'est vrai qu'il y a les connaissances générales qu'on doit obtenir en 6e, 5e et après débrancher si on veut. Mais à la base, déjà, en fait, à chaque passage de cycle, c'est-à-dire du primaire au collège, il faut une première étape. Du premier cycle au second cycle, une deuxième étape. Et comme il a dit, ces 2 étapes sont parachevées après l'obtention du baccalauréat. Malheureusement, chez nous, nous sommes en retard et je voudrais prier les autorités de songer à résoudre cette question d'orientation au plus tôt, que ça ne vienne pas après. Par ailleurs, les critères, il a commencé par les évoquer, la passion, mais la passion ne saurait suffire pour faire un bon choix. En dehors de la passion et de ce que nous aimons, et je rappelle que Confucius a dit, choisis un métier que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Ça suppose que ce qui est déterminant d'abord, c'est l'amour que l'on a pour la profession ou la filière qu'on veut embrasser. Ensuite, il y a qu'il faut définir son projet de vie. Dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, je me retrouve en train de faire quoi? Comme M. Balogun, journaliste, comme telle personne, juriste, comme tel autre magistrat, architecte, il faut définir son projet de vie. Et c'est au regard, bien évidemment, de ses prédispositions qu'on les définit, de ses talents et de ses compétences. Et quand il parle de compétences, il a effleuré aussi, lorsque vous avez par exemple un baccalauréat série B, vous savez d'office que vous ne pourrez pas faire la médecine, en tout cas pas sous nos cieux. Parce que pour aller en médecine, il faut avoir fait le bac C ou le bac D. Et donc, c'est au regard aussi de vos compétences intellectuelles à l'école, mais compétences de vie, que le choix pourrait se faire. Et quand je parle de compétences intellectuelles, aujourd'hui, c'est souvent ceux qui ont les mentions très bien et bien, qui sont privilégiés. Les autres n'ont pas toujours la chance d'être bien classés. Les mentions assez bien passables n'ont pas la chance d'être classés parce que ça commence toujours par les plus méritants. Un autre aspect, les besoins du marché de l'emploi. Et c'est justement pour ça que M. Abalo insistait là-dessus. Vous savez, on n'obtient pas un diplôme aujourd'hui pour aller s'asseoir à la maison. Donc, il ne faut pas tenir compte juste de la passion et des compétences pour choisir sa filière. Il faut tenir compte des besoins du marché de l'emploi. Et la question qu'il faut se poser, lorsque je choisis cette filière-là, est-ce qu'à la fin, en licence, après l'année de licence ou du master, j'ai l'assurance de trouver affaire. Et j'insiste là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quelqu'un dira qu'aucune filière n'est mauvaise. Mais toutes les filières, il faut le reconnaître, n'offrent pas les mêmes possibilités pour l'emploi. Et donc, la question fondamentale à se poser, quand j'ai fini, est-ce que je trouve affaire? Il y a des gens qui ont eu la licence, le master, mais qui sont à la maison. Parce qu'ils se sont engagés dans des filières qui ne sont plus porteuses d'avenir. Et donc, il faut analyser tous ces paramètres pour se demander, bon, quand j'investis ou je m'investis dans cette filière-là, est-ce qu'après 3 ans, je suis en mesure de trouver affaire? Et donc, il faut voir le contexte, socio-économique de notre pays. Quels sont aujourd'hui les métiers en vogue?
Et je voudrais dire le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, le ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, même l'Agence nationale pour l'emploi. Je vais parler aussi du PSIE, Programme spécial de l'insertion à l'emploi. Toutes ces structures-là, aujourd'hui, mettent à disposition des jeunes des informations pour qu'ils soient informés, qu'ils soient en contact des filières qui sont d'avenir. Et un autre élément, les ressources financières. On ne peut pas avancer dans les études universitaires sans les ressources financières. Et puis, l'avis des parents compte aussi beaucoup. Je ne dis pas que les parents doivent imposer leur choix aux enfants, parce que parfois, quand on a été médecin, on voudrait que son enfant soit médecin, on a été expert comptable, on voudrait que l'enfant soit expert comptable, sans analyser, se demander si l'enfant a le même potentiel que soi. Mais les parents, en fait, c'est leur souci, soit de perpétuer la profession, ou bien ils ont peut-être des informations aussi que les enfants ne détiennent pas. Les parents savent par exemple que telle filière, elle est déjà fermée, et donc ils veulent orienter leurs enfants vers les filières porteuses. Maintenant, je trouve que c'est en dialoguant, en communiquant, en échangeant avec les parents qu'on peut arriver à faire le bon choix, parce que ce n'est pas aussi utile de dire aux parents « je ne veux pas ». Il faut écouter les parents et voir la pertinence de ce qu'ils proposent. Si ce que les parents proposent est pertinent, plus pertinent que ce que nous, on envisage faire, pourquoi ne pas aller dans cette direction? Et la question que vous avez posée à l'entame, à M. Abalo, je voudrais juste rappeler ou préciser, il y a des astuces aujourd'hui, comme il a dit, depuis la tendre enfance, on observe les enfants, à la maison comme à l'école. Et donc un enfant, par exemple, qui aime faire des affaires, créer de ses mains, réparer des appareils, défendre les autres, qui a la passion de l'ordinateur, du numérique, qui aime l'écriture ou la lecture, qui aime distraire les autres, qui aime le design, un peu comme la dame que vous avez reçue tout à l'heure, qui aime soigner les autres, qui aime enseigner. C'est autant d'aptitudes qui peuvent se révéler utiles pour le choix de filière. Parce que ça leur permet de savoir, bon, est-ce que je me retrouve en train de travailler, par exemple, dans un bureau tous les jours? Est-ce que je suis à même de venir au boulot à 8 heures, de rester coincé au bureau jusqu'à 18h ou 18h30? Ou plutôt, est-ce que je dois être un homme de terrain? Donc, ces interrogations leur permettent de mieux peaufiner leur choix et de savoir dans quelle direction ils abondent. Et le dernier élément, il faut bien évidemment effectuer des tests. Il y a aujourd'hui, nous passons aux bacheliers, les tests d'aptitude, les tests d'orientation, les tests d'intelligence. Vous passez ça aux bacheliers? Oui, les bacheliers que nous recevons, parce que depuis que les résultats sont tombés, on a commencé par en recevoir. Et nous avons aussi, par ailleurs, créé une plateforme sur laquelle nous informons gratuitement les bacheliers. Sur cette plateforme, par exemple, nous avons reçu déjà plusieurs directeurs ou autorités des universités publiques du Bénin qui sont venus intervenir pour donner aux bacheliers les offres de formation qui existent dans leur école, à l'ENAM, à l'ENEAM, à l'EAPA de l'Université nationale d'agriculture, et ça va continuer pour les aider, pour les accompagner, et ça se fait aussi gratuitement, parce que nous pensons qu'il est utile de les accompagner pour un meilleur choix, parce que c'est le choix de vie. C'est le choix de vie, et justement, il est important d'en parler. Je pense que nous, on n'a pas vraiment eu cette chance-là aujourd'hui que les jeunes ont d'avoir l'orientation, parce que nous, généralement, quand on a eu le bac, on n'a pas vraiment discuté avec les parents. Certains, malheureusement, vu leurs parents leur imposer le choix. Rodrigue Baraguito, vous, comment en êtes-vous à devenir journaliste? Est-ce que c'était un choix de vie? Journaliste émérite. Est-ce que c'était imposé par un parent? Comment cela s'est opéré, ce choix? Pour tout le dire sur ce plateau, je n'étais pas vraiment parti pour être journaliste. J'étais plutôt parti pour être formé en diplomatie. Et je n'avais que ça en tête. Et c'est justement, diplomatie et relations internationales. Et c'est justement le choix des filières après le bac qui m'a valu d'être classé en journalisme au vu justement de mon rendement après l'examen. La plupart des meilleures notes que j'avais étaient essentiellement en langue, espagnol, anglais, français. Donc, dans le classement, déjà, lors du choix, il fallait choisir 3 filières différentes. Donc, n'ayant que la diplomatie à l'esprit, moi, j'ai mis la diplomatie en premier et j'avais juste mis journalisme comme ça, par hasard, juste pour remplir les cases. Et en 3e position, j'avais mis le secrétariat de direction bilingue. À l'ENAM, effectivement. Il faut dire que j'ai fait ça parce que je devais avoir la bourse. Donc, pour bénéficier de la bourse, il fallait forcément... Comme le disait M. Exactement. Abalo. Je me retrouvais complètement, totalement dans ces dires tout à l'heure. Et donc, c'est ce que j'ai fait.
Et au finish, quand les résultats sont sortis, j'ai été retenu en journalisme au vu justement de mes notes. Et pour être franc, je dois quand même dire merci à l'État qui m'a classé en journalisme, parce que si on doit suivre l'aspect passion, c'était là, enfoui quelque part. Et plusieurs aussi de mes anciens camarades de classe trouvent que je n'aurais pas pu être mieux logé qu'un journaliste. Nous le disons aussi. Oh, merci. Mais contrairement à vous, moi, je n'ai pas été classé. Ah bon? Est-ce que vous aviez la bourse au moins? Moi, j'étais secouru à l'époque. Okay. J'étais secouru à l'époque. Et moi, comme vous, je me suis inscrit également à la FADESP à l'époque pour sortir juriste. Je me voyais magistrat. Mais bon, ce n'est pas tard. J'avais très tôt nourri de la passion pour le journalisme, moi par contre, parce que on va dire c'était un peu comme un héritage. C'est ça. Très tôt, moi j'avais pris l'habitude de lire les journaux et cette passion est née. Et quand j'ai eu le bac, pour occuper les vacances, je suis allé faire un stage dans un quotidien de la place. Et on va dire que c'est là que la passion a pris le dessus surtout. J'ai laissé tomber mes ambitions de devenir rêve de magistrat. Et je me suis retrouvé dans le cursus du journalisme. Après, je suis allé faire une école pour me retrouver là aujourd'hui. Donc, c'est dire qu'il y a plusieurs façons. Oui, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir par rapport aux différents témoignages. Moi, ça me fait plaisir d'entendre ça parce que ça me permet de switcher sur un autre point essentiel que beaucoup de gens n'ont pas encore compris. L'orientation scolaire, il ne s'agit pas d'une période clé où l'on fait un choix et nous avons le coup près au-dessus de notre tête où on fait le mauvais choix, c'est terminé, on fait le bon choix, c'est bon. Il ne s'agit pas de ça. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui exercent des métiers auxquels ils n'avaient pas pensé du tout à la base. Ce qui veut dire que faire le choix, c'est une chose. Vivre les années universitaire, c'est encore autre chose. Bien sûr. C'est pour cela que nous parlons d'accompagnement, d'optimisation du cursus universitaire quand vous venez chez nous. Pourquoi? Parce que une fois que vous avez fait le bon ou le mauvais choix, vous ne le savez pas encore s'il est si bon ou s'il est si mauvais. Il faut le vivre et tenir compte de vos réalités et des réalités du pays. Sachant qu'en plus, il y a de la mobilité professionnelle et que vous pouvez aller n'importe où a priori. Donc, c'est tenant compte de cela que l'on optimise votre temps durant ces 3 années, tout au moins pour le cycle de licence, pour que vous deveniez rapidement opérationnel ou que vous tissiez un certain nombre de liens, de réseaux pour pouvoir aller vers vos objectifs. Un peu comme un arbre. Il faut que vous ayez plusieurs branches et que chacune de ces branches porte différents fruits. De sorte à ce que s'il y a un problème, il y a des situations de vie qui font qu'on est obligé de voyager, d'arrêter un métier. Mais si vous ne savez faire qu'une chose, vous ne savez qu'utiliser votre tête par exemple, vous ne savez rien faire de vos mains, parfois c'est compliqué. Demandez à ceux qui s'expatrient, ils vous diront à quel point parfois c'est compliqué de rentrer dans d'autres univers et de se retrouver totalement démunis parce que il y a de la prévention, du privilège national à l'arrivée pour les résidents et que vous, étrangers, on vous dit mais vous venez d'arriver, faites ceci, vous ne vous êtes jamais vu être maçon, être ouvrier, vendre, faire du commerce. Et donc, au-delà du choix de filière, qui est lié forcément à votre appétence professionnelle, il y a la construction de l'adulte en devenir. Ça fait partie aussi de notre travail. Pourquoi? Parce que l'adulte en devenir va gérer une famille. Vous n'êtes pas le métier, vous êtes avant d'être le métier. Vous êtes père, vous êtes frère, vous êtes ami, vous êtes confident, vous êtes mentor, et ainsi de suite. Mais tout ça naît quand? À quel moment ça naît? Quel est votre réseau? Le fameux réseau professionnel dont on parle. Il faut combien de temps, d'après vous, pour créer un réseau professionnel, social, puissant, solide? Combien de temps, d'après vous? Je dirais peut-être 5-10 ans. Très bien, vous êtes dans la norme. C'est exactement ça. Mais alors, 5-10 ans, à partir de quel moment vous commencez à créer ce réseau?
si on ne vous l'avait pas dit plus tôt, si on n'avait pas commencé ce travail plus tôt. Donc c'est pour cela que c'est important de venir. Et le travail que nous faisons avec les étudiants, qu'ils soient première, en deuxième ou en troisième année, au moins les parents nous le reconnaissent et c'est ce qui nous donne la joie de pouvoir continuer quand nous voyons qu'en 6 mois déjà, un jeune change totalement sa manière de penser parce qu'on lui ouvre une large palette de choses qu'il ne savait pas pouvoir faire. Aller voir des aînés, prendre des rendez-vous, faire des photocopies, designer totalement des marchés, vendre, ne plus avoir honte, ne pas être timide, se vendre, plein de choses en fonction de son objectif, de l'objectif de ses parents. Dans tout ça, on continue de communiquer. Dans tout ça, on continue chaque jour d'agir parce que c'est ce sur quoi nous priorisons nos actions. Il faut que chaque jour, nous nous rapprochions de ton objectif. Et donc, à la fin de la journée, est-ce que tu es souriant ou que tu es un peu grognon? Est-ce que tu as avancé un peu, même un tout petit peu? Je suis d'accord avec vous, mais si vous permettez, Ulaïs Balogun, moi par exemple, j'ai peut-être été, je veux dire, classé ou orienté, je veux dire convenablement, mais j'ai paradoxalement d'autres personnes que je connais, mais dont le choix qui a été fait par l'État n'était pas vraiment ce qu'ils auraient voulu faire. Et c'est la majorité. Le choix a été fait au vu de leur moyenne ou de leur note, mais ce n'est pas réellement ce qu'ils voulaient. Et le cas que j'expose ici, étant issu de familles, je vais peut-être dire modestes, très modestes, n'avait pas autre choix que d'accepter cette bourse-là que lui offre l'État. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je balaye du revers de la main la bourse, ce que je crois serait carrément pure bêtise, ou j'en profite pleinement et quelques années après, je change de En fait, voie. c'est une question délicate et sur la plateforme, beaucoup de bacheliers nous ont déjà demandé est-ce que je peux choisir tel, parce que moi je voudrais avoir la bourse. Et puis il faut dire que c'est vrai, ça nous le disons, mais dans la réalité c'est tout autre chose. On ne choisit pas aussi sa filière uniquement à cause du gain. C'est ça. Parce qu'on veut gagner de l'argent. Oui, mais l'argent aussi sert à faire beaucoup de choses quand on est issu de familles modestes, par exemple. Je vais y arriver. Parce que, en fait, il ne faut pas choisir la filière parce que ça vous permettra d'obtenir une bourse. Parce que là, vous avez totalement mis de côté ce qui vous porte, ce qui vous donne de l'inspiration, ce que vous aimez. Malheureusement, il se fait que dans notre contexte, il y a beaucoup de jeunes qui se décarcassent, qui se démerdent pour avoir la bourse et donc qui se disent pourquoi ne pas en jouir. Parce que justement, les parents ne sont plus là. Ou plutôt, ils n'ont plus de soutien et donc ils se disent, à défaut de... Au lieu d'aller vers ma passion, je préfère aller vers une filière qui me donne la bourse. Et donc, au lieu de s'inscrire, par exemple, ou bien de choisir, par exemple, en premier choix, une école, on préfère choisir une faculté pour être sûr que là, au moins, puisque c'est garanti. Et c'est un problème. C'est un problème et c'est justement pour ça qu'à l'avenir, je pense qu'il faudrait aller plus loin, peut-être, dans les réflexions, pour que les jeunes ne sacrifient pas leur passion parce qu'ils sont en train de courir derrière une bourse. C'est vrai que l'État est limité dans les ressources et nous faisons tous le constat, mais il faut continuer à rendre dynamiques les réflexions pour permettre que ces genres de cas soient le moins possible. Et je parlais de gains financiers. En dehors du gain financier, qui ne doit pas être le seul mobile pour le choix de la filière, il ne faut pas aussi choisir sa filière pour frimer ou pour faire le buzz. On veut aller dans telle université parce que les gens s'habillent bien ou parce que les enfants d'une certaine classe sociale, d'un certain rang social sont là-bas. Non, il ne faut pas suivre les autres parce que vous allez demain vous retrouver dans une profession qui n'aurait pas été ce que vous avez choisi par passion, mais ce que vous avez vu les autres faire et que vous avez choisi. C'est vrai qu'on peut voir les gens faire et choisir, mais il faut que ce soit une réflexion vraiment approfondie. Et pour finir, par rapport à cet aspect, il ne faut pas choisir par défaut. On dit, enfant, on dit, bon, non, il ne faut pas choisir. Oui, il faut toujours, comme il a dit, associer les spécialistes. Et puis, le choix par défaut, finalement, va s'avérer un meilleur choix. Un peu comme dans le cas de mon ami Rodrigue,
le choix par défaut peut s'avérer un meilleur choix demain. Et les filières, si vous permettez, les filières porteuses, je voudrais rappeler rapidement, il y a les filières traditionnelles que nous connaissons, marketing, publicité, communication, finance, fiscalité, comptabilité, logistique, économie de développement, médecine, production agricole, enseignement. Mais il y a les filières boostées par les technologies, la biochimie, la télécommunication, l'informatique, le marketing digital, et les filières poussées par les défis de notre temps, l'énergétique, l'écologie, l'eau et l'assainissement, la décoration d'intérieur, la sécurité, l'urbanisme, l'aménagement des espaces verts, l'hôtellerie, la restauration. Et le ministère des enseignements secondaires et techniques de la formation professionnelle a fait publier un document, les métiers d'avenir. Un guide. Oui, un guide. Les métiers d'avenir. Les bacheliers peuvent aller consulter ce guide. Dans ce guide, il y a les filières d'avenir. La transformation agricole, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, le numérique, l'énergie, le développement durable, l'eau, l'assainissement, etc. C'est un conseil, il faut aller se il faut aller s'informer. C'est disponible sur Internet. Oui, c'est disponible. Les métiers d'avenir. Google, et puis on peut l'avoir. Mais n'empêche que j'insiste toujours, vous avez dit, c'est vrai que c'est bien beau de dire qu'il ne faut pas faire le choix par dépit, mais soyons réalistes. On veut l'argent. Que veut-on? Vous avez la possibilité. On a besoin des ressources. Alors, On a besoin des ressources, mais si ma passion, par exemple, c'est l'intelligence artificielle, et que la bourse que j'ai ne me permet pas justement d'être classé dans cette catégorie-là. Non, je suis dans la même logique que vous. C'est ce que je dis. Je dis, il ne faut pas aussi choisir uniquement. En fait, c'est pour ça que j'ai étalé toutes les raisons, tous les principes. Bon, me faire former en IA, par exemple, me revient à un coût au-delà de la tête. Et puis, j'ai parlé dans les principes des ressources financières. Il ne faut pas se lancer dans une formation quand on sait qu'on n'a pas les reins solides pour tenir jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que j'en appelle à la, je ne sais pas, à la magnanimité ou en tout cas de l'État pour accompagner et surtout subventionner certaines formations pour rendre moindre pour les étudiants qui ont envie de s'engager dans ce domaine-là. Mais je finis pour dire à Rodrigue, non, si à côté de IA, je pense qu'il y a un autre choix qui pourrait me donner la bourse, un peu comme vous le disiez. Non, j'ai la bourse. Mais à côté, ma passion, c'est l'IA. Rodrigue Babaweto, et je ne peux pas payer cette formation. Si la passion, c'est l'IA, je vous recommanderais de faire une autre formation et après de rebondir. Parce qu'à n'importe quel âge, on peut apprendre. On peut apprendre, c'est ça. Il faut différer d'abord. C'est pas faux. Alors, pour trancher, c'est ce que je m'apprêtais à dire. Vous savez, ce problème aujourd'hui est résolu. D'accord ? Nous avons fait en sorte de régler ce problème parce que, à force, pendant des années, d'être confronté à ce mur, ce dilemme, il a bien fallu trouver une solution. Si d'aventure, un étudiant fait le mauvais choix ou fait le choix du ventre, de la subsistance, de la survie carrément, en choisissant la bourse, plutôt que son choix de cœur, ce n'est pas terminé. C'est pour cela qu'on parle d'accompagnement. Comment est-ce que vous gérez les 3 années? Il y a 12 mois fois 3 qui vous permettront donc d'aller vers ce que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas intéressant de rentrer contrit, fermé, grognon dans la filière en se disant c'est parce que je n'ai pas le choix. Bon, je survis, je fais par défaut et je laisse passer ces 3 années précieuses de ma vie. Vous imaginez si on vous enfermait 3 ans. Je vous donne 1 minute. Bien sûr, vous me donnez 1 minute, je les prends. Donc, vous imaginez si on vous enfermait 3 années. Ces 3 années sont si importantes qu'il faille faire en sorte d'en profiter au maximum. Et c'est ce faisant que vous allez gagner non seulement par rapport à la filière que vous n'aviez pas forcément voulu, ce sera une expérience supplémentaire, mais aussi en avançant sur ce que vous vouliez. Et donc, les 2 points se réconcilient simplement, formidablement. C'est ça. Bon. Alors, Eddy Kotor, vous avez également 1 minute. Rodrigue, je ne me donne plus la parole. Je voudrais de façon un peu sérieuse, je vais le dire. Pas que je n'étais pas sérieux, mais là... plus oui. Solennel, disons. Voilà, de façon solennelle, merci. Je voudrais m'adresser aux autorités. Je ne sais pas qui conçoit le guide d'orientation. C'est le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique. Mais les cadres ou les experts qui conçoivent ce guide, je trouve par exemple que ce guide, il y a des choses à revoir. Et il faut les revoir déjà cette année pour ne pas davantage pénaliser des milliers de nouveaux bacheliers. Je le dis pourquoi. Quand vous allez à la page 33 de ce guide, par exemple, pour la FADESP, on autorise les candidats ou les bacheliers qui ont fait les séries A, B, C, D et G2.
on va recevoir en droit 111 boursiers et 1200 aides universitaires. Mais les matières, au niveau des matières dans lesquelles ils doivent avoir de fortes notes, il est mis français, anglais LV1, histoire géo ou bien études de cas pour ceux qui ont fait la G. Et dans tout le guide, vous verrez que partout, on a mis anglais LV1. Ça pose un problème. Parce que celui qui n'aurait pas choisi anglais LV1 ne pourra jamais s'inscrire à la FADESP. Et je me demande, est-ce à dire que quelqu'un qui a choisi espagnol ou allemand comme LV1 est nul ou est incompétent pour aller tenir à la FADESP? Je ne pense pas. Et donc, je voudrais que ce détail-là soit changé sur la plateforme qui sera ouverte à partir de demain pour permettre à ceux qui ont choisi allemand ou espagnol comme LV1 d'avoir l'opportunité aussi d'aller à la FADESP ou d'aller dans les autres filières. Et puis, ça s'est multiplié. Ça s'est multiplié, par exemple, voilà, à la page 21, à l'ENEAM. Marketing, c'est la même chose. Gestion des ressources humaines, c'est la même chose. Il faut avoir fait anglais LV1 et école du patrimoine africain, c'est pareil. Géographie, aménagement du territoire. Donc, en fait, je voudrais vraiment qu'on change ce détail-là et qu'on permette à tous ceux qui ont choisi, soit anglais, allemand ou espagnol comme LV1, d'avoir l'opportunité de faire les choix, voilà, de s'essayer, parce que ce qui est déterminant, ce n'est pas forcément ce qui est déjà passé. C'est ce qui vient après. Quelqu'un peut n'avoir pas excellé en anglais et demain être brillant de l'autre côté. Et puis, ce n'est pas parce que les gens ont choisi de faire anglais, oui, si vous permettez, ce n'est pas parce qu'ils ont choisi espagnol ou allemand LV1 qu'ils ne sont pas bons en anglais. Donc, il ne faut pas les pénaliser. Et puis, pour finir, c'est quand même l'école qui leur donne la possibilité de choisir anglais, allemand ou espagnol. C'est la même école qui enseigne ces trois langues-là. Donc, on change, oui, ce plaidoyer. Je voudrais vraiment qu'à partir de demain, ça puisse être modifié dans le guide. On va croiser les doigts que les autorités nous écoutent pour que votre plaidoyer ne tombe pas dans les oreilles de sourds. Eddie Camille Koto, pardon. Merci d'être passé sur ce plateau. Dodi Abalo, merci également pour ces échanges. C'était un plaisir. Rodrigue Babaguito, merci. Le sujet est tellement vaste que je pense qu'on n'a pas abordé la moitié du sujet, n'est-ce pas? Exactement. On aura l'occasion de revenir là-dessus. On ne cessera jamais d'en parler. C'est important pour l'avenir de ces bacheliers, mais pour l'avenir du pays également. Merci à vous. C'est tout pour la parenthèse de ce jour. On se donne rendez-vous demain à 7h.